Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Nous sommes aujourd'hui réunis les trois des 4 femmes du service français de RTI. Je croyais que tu allais dire les 3 survivants du typhon. aussi les 3 survivantes. Voilà, on est ensemble avec Sasa, Meg et moi-même, Lisa, pour vous présenter ce nouvel épisode de On en parle à Taïwan avec des sujets encore très différents cette semaine. Moi, je vais vous parler de gastronomie avec les nouveaux bibs gourmands du guide Michelin. De 2025. Voilà. Et de mon côté, comme c'est les 80 ans de la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale plus précisément, alors je vais vous parler à partir d'un long article réalisé par l'agence taïwanaise CNA sur le long voyage des soldats taïwanais qui ont contribué malgré eux à l'indépendance de certains pays de l'Asie du Sud-Est, notamment de l'Indonésie. Intéressant. Et moi, de mon côté, je vais vous parler aujourd'hui de double nationalité avec une bonne nouvelle pour les Allemands. Ou les étrangers en général? Non. Uniquement les Allemands. Ça tombe bien parce qu'on a beaucoup d'auditeurs allemands cet été. Oui, on va le mettre dans diffusion de Tamsui. Eh bien, tu veux peut-être commencer par par la guerre et puis on finira par des sujets un peu plus légers après. Ah, ok. Je pensais de commencer par la gastronomie un peu plus joyeux. Mais bon, c'est pas grave. On peut commencer par la fin de la Seconde Guerre mondiale, 80 ans déjà. Alors, CNA a publié cette semaine un long article en partageant des histoires de plusieurs Taïwanais qui ont fait la guerre pour l'Empire japonais, puisqu'à l'époque, Taïwan était occupé par le Japon, et qui ont été enrôlés donc dans l'armée, et qui ont fini leur vie plus ou moins en Indonésie. Alors, la première personne qui nous intéresse s'appelle Li Boqing, qui est né en 1922, et il a rejoint l'armée de terre de manière volontaire pour l'armée japonaise, et il a été envoyé ainsi aux Philippines, en Birmanie et en Indonésie. Et finalement, il est resté en Indonésie, il n'est jamais revenu à Taïwan. En fait, après la Seconde Guerre mondiale, Li Boqing était resté avec 900 autres camarades de l'armée japonaise, et ils ont constitué et rejoint de guérillas indonésiens pour lutter contre le gouvernement hollandais. Alors, du coup, la plupart de ses camarades ont été tués, en fait, lors de ces combats. Mais lui, il a réussi à, en plus, fournir les armements, les matériaux nécessaires et entraîner des soldats indonésiens, ce qui, apparemment, a largement aidé les Indonésiens à lutter contre les Néerlandais. Alors, à la fin de la guerre, ils étaient 300 à rester en Indonésie. Ils ont refusé d'aller au Japon parce que Li Boqing n'était pas japonais. Il a commencé à se lancer dans l'industrie de la construction. Il s'est marié avec une Indonésienne et a obtenu la nationalité indonésienne. Et en 2005, lors des 60 ans de l'établissement de l'Indonésie, de la nation, il a même été décoré par le président de l'époque comme un médaille de héros pour l'indépendance. Il est le premier étranger à recevoir cette distinction. Et il a également fondé une fondation qui s'appelle l'Amitié des citoyens. Et apparemment, tout le monde l'appréciait. C'est quelqu'un qui communiquait souvent, la plupart du temps, en indonésien avec tout le monde qui y travaillait. Mais il a obligé ses enfants à parler le mandarin. Et l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe, lorsqu'il allait en Indonésie, il rendait visite souvent à cette fondation et il rencontrait Li Boqing. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, la photo de lui et de Shinzo Abe est toujours accrochée en fait, dans cette fondation. Et avant son décès, il avait dit qu'il était revenu à Taïwan en 1974, mais à l'époque, c'était encore sous la terreur blanche. Il avait peur, étant donné qu'il avait
apparemment, lors des guerres, lutté contre le gouvernement de nationalistes en Birmanie. Il avait tellement peur se faire arrêter. Du coup, il a décidé de repartir et rester en Indonésie. Et on peut aussi citer une autre histoire de Chen Zhixiong qui a été envoyé par le ministère des Affaires étrangères du Japon durant la Deuxième Guerre mondiale pour travailler en Indonésie. Et après la guerre, il a choisi de faire du commerce en Indonésie et il avait apparemment gardé une masse des armes en fait de l'armée japonaise qu'il a tout filé aux indépendantistes indonésiens et du recyclage. Non, apparemment il a été arrêté par le gouvernement militaire néerlandais. Il a été emprisonné pendant un an environ. Et après l'indépendance de l'Indonésie, il avait été vraiment traité apparemment et il a été considéré comme un citoyen d'honneur. Et par la suite, il a décidé de contribuer, de se lancer dans le mouvement indépendantiste de Taïwan. Et du coup, il a été arrêté par le gouvernement de Kuomintang en 1962, très vite exécuté par la suite. Et sa fille, qui était restée en Indonésie pendant toutes ces années, a reçu une lettre que son père a écrite avant son décès, avec 50 ans de retard. Wow. Et cette histoire de Chen Zhixiong a été tournée en documentaire en taïwanais par un réalisateur taïwanais primé, en fait, pour démontrer comment cette fille grandit en Indonésie, s'est lancée dans une longue recherche pour retrouver la trace de son père. Eh ben, c'est quelle émotion de recevoir une lettre comme ça, 50 ans après. Oui, c'est incroyable. J'étais à une exposition il y a quelques années au musée Jingmei des droits de l'homme. Et il y avait justement une exposition des lettres qui avaient été écrites la veille de l'exécution de beaucoup de personnes qui avaient été tuées pendant la Terreur blanche. Et c'est des lettres que le gouvernement avait gardées pendant longtemps et qui ont été remises très récemment, enfin il y a seulement quelques années, aux familles. Et c'est vraiment hyper émouvant, quoi. J'imagine. C'est incroyable. Ça doit être triste, mais heureusement, elle a pu retrouver la trace de son père quand même. Je pense que ça, c'était la seule chose heureuse dans cette histoire. Alors, une troisième histoire que je peux partager, un certain Li Guanghui, qui a rejoint l'armée japonaise en 1942, qui a été envoyé dans une petite île dans le nord de l'Indonésie qui s'appelle Morotai. Et apparemment, ça c'est vraiment une histoire le plus étrange dans tout ce que j'ai lu. Il a perdu contact pendant toute la période de la guerre. Apparemment, il avait gardé un fusil et des munitions, un casque et aussi des casseroles. Il est resté dans la forêt. C'était la personne qui est restée longtemps dans la forêt. Il a été occupé par l'armée japonaise. Et c'était pas un autochtone, justement, de Taïwan ? Ou alors c'est une autre histoire d'un soldat autochtone de Taïwan, de l'armée japonaise qui est resté dans la forêt. Oui, c'est fort possible parce que son nom d'origine, c'est Shini Yu, donc c'est pas vraiment un nom du peuple Han. Et donc, il était resté caché pendant de longues années dans la jungle en Indonésie. Et au point, il ne savait même pas que le Japon avait perdu la guerre. Et que la guerre était finie. Et que la guerre était finie, 31 ans, jusqu'à ce qu'il soit redécouvert, entre guillemets. Et apparemment, il n'a pas cru quand on lui a dit. Donc, c'était en 1974, il a été retrouvé, en fait, par les habitants de l'île, tellement il était bien caché, en fait. C'est incroyable comme histoire, franchement. Il n'y a pas un film qui a été fait sur son histoire ? Pas encore, parce que je sache, mais apparemment, il avait fait des graffitis, entre guillemets, sur une pierre, un rocher, et c'est devenu un lieu touristique du coin, aujourd'hui. C'est fou. Voilà. Il est revenu à Taïwan, donc après 32 ans, en fait. Voilà, c'était donc le partage de quelques histoires des Indonésiens, des Taïwanais, pardon, qui sont devenus en Indonésie. Oui. Eh ben. Ouais, on en apprend beaucoup, parce que je ne connaissais pas du tout toutes ces histoires. C'est intéressant. Ouais. Oui. Alors, de mon côté, je vais vous parler des questions de double nationalité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'avais interviewé David Zhang, qui est le président de l'association Crossroads,
qui militent à Taïwan en faveur de la double nationalité. En fait, on sait à quel point de devenir taïwanais en fait pour un étranger. Voilà, parce qu'en fait, Taïwan n'interdit pas la double nationalité, mais il y a 2 cas. Il y a le cas, par exemple, d'un Taïwanais qui va vivre en France, travailler en France pendant longtemps et qui se fait naturaliser français, donc il a 2 nationalités. Ou qui se marie avec un Français. Voilà, et ça ne pose pas de problème. Et l'inverse, en fait, c'est un peu différent parce que quand on est un étranger qui vit à Taïwan, qu'on travaille à Taïwan, on est marié avec des Taïwanais depuis longtemps, on peut effectivement demander à être naturalisé taïwanais, enfin citoyen de la République de Chine, mais dans l'année qui suit, si on a obtenu un papier qui dit que c'est OK pour la naturalisation, il faut fournir quand même la preuve que l'on a abandonné sa nationalité d'origine, sous peine en fait de voir sa naturalisation annulée. Et beaucoup de Taïwanais ne le savent pas. Je ne sais pas toi si ça t'arrive, Lisa, il y a parfois des Taïwanais qui nous disent ah, tu vis à Taïwan depuis longtemps, est-ce que tu as déjà pris la nationalité taïwanaise ? Et on fait bah non. Comme si c'était de notre ressort. En fait, ils nous disent ah mais moi je connais des Taïwanais qui ont la double nationalité. Oui, bien sûr. Voilà, mais ils sont d'abord Taïwanais. Et après, ils ont une autre nationalité. Et dans l'autre sens, il faut d'abord abandonner normalement sa nationalité. Mais aussi à condition que, par exemple, la France accepte double nationalité. Parce que sinon, elle est obligée de... Oui. Tout à fait. Mais bien sûr, il y a une exception, quand même, je voulais le souligner, parce que depuis une dizaine d'années, il y a une procédure un petit peu... ça s'appelle pas comme ça, mais bon, moi je l'appelle comme ça. Une procédure pour les VIP, c'est-à-dire les personnes qui ont apporté une grande contribution à Taïwan, et c'est complètement à l'appréciation du gouvernement taïwanais. Et donc ces personnes-là n'ont pas besoin d'abandonner leur nationalité d'origine pour être naturalisées. Mais ça représente depuis une dizaine d'années seulement 1000 personnes environ, donc c'est pas vraiment, ça concerne pas énormément de monde. Oui. Alors, l'association Crossroads avait mis en ligne il y a quelques mois une pétition sur la plateforme officielle qui permet d'obtenir une réponse du gouvernement si la pétition obtient plus de 5000 signatures. Et donc cette pétition a dépassé les 5000 signatures, mais le ministère de l'Intérieur à l'époque a répondu par la négative, en mettant en avant les préoccupations de loyauté et de sécurité nationale. Mais les membres de l'association Crossroads n'ont pas abandonné leur objectif, parce que selon eux, il est important que Taïwan ouvre la voie à la double nationalité pour les étrangers qui travaillent déjà depuis longtemps à Taïwan, car la population taïwanaise est en déclin. En fait, pour eux, ça c'est un argument important. Et ils considèrent aussi, deuxièmement, que pour des personnes qui travaillent depuis longtemps à Taïwan, qui sont mariées à des Taïwanais, qui payent leurs impôts à Taïwan, qui ont un casier judiciaire vierge ou qui élèvent des enfants à Taïwan, ils devraient en fait avoir le droit tout simplement de faire une demande de naturalisation sans avoir à abandonner une partie de leur identité. Et ça éviterait aussi à certaines personnes qui ont des problèmes ubuesques avec l'administration de résoudre certains problèmes, et notamment la question des enfants qui sont nés à Taïwan, qui ont grandi à Taïwan, mais de 2 parents étrangers. Voilà, ils ne sont pas automatiquement taïwanais, donc, alors qu'en fait, leur identité est taïwanaise. Donc, eux, ils continuent de militer. Je précise aussi que je ne parle pas ici de la question des Chinois de République populaire de Chine, et surtout des Chinoises, des nombreuses épouses chinoises de Taïwanais, parce que c'est un point sensible actuellement. Et c'est aussi différent en fait par voilà, rapport aux autres étrangers. Ça relève en fait aussi de la loi qui régit les relations entre les 2 rives. Voilà. Donc la procédure n'est pas pareille. Et il y a aussi certaines personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont dit que... alors c'était en l'occurrence notamment une Vietnamienne qui m'a dit moi j'ai fait la demande, j'ai obtenu la nationalité, ensuite j'ai abandonné ma nationalité vietnamienne, j'ai donné la preuve, et puis une fois que j'ai donné la preuve, j'ai redemandé la nationalité vietnamienne, du coup j'ai la double nationalité. Donc c'est aussi une possibilité. Il y a aussi des gens qui font ça. Mais ça c'est pas tous les pays qui acceptent de redonner la nationalité. Moi je pense pas que ça marcherait en France. Et même si c'était autorisé en France, j'oserais jamais le faire, parce qu'avec toutes les galères administratives que ça doit être... Je pense que pour les étrangers qui demandent une nationalité française, c'est aussi complexe. Ouais.
Alors, bref, j'en viens enfin à notre actualité. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Eh bien, il y a une Allemande, Michelle Cassel, qui a réussi à se faire naturaliser sans être passée par la procédure, entre guillemets, VIP, et sans avoir eu à abandonner sa nationalité allemande. En fait, pour elle, ça s'est passé un petit peu par hasard et par chance, parce qu'au départ, quand elle a commencé la procédure, elle pensait qu'elle serait obligée d'abandonner sa nationalité allemande. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en fait, il y a des choses qui se sont passées pendant la procédure. En fait, elle a pu bénéficier d'une nouvelle directive du ministère de l'Intérieur allemand qui date de juin 2024. Et le gouvernement allemand a révisé sa loi sur la nationalité afin d'interdire aux citoyens allemands de renoncer à leur nationalité, sauf s'ils ont déjà obtenu la pleine citoyenneté et la résidence permanente dans un autre pays. Et en fait, cette directive a été adoptée spécifiquement pour Taïwan, pour le cas de Taïwan, parce qu'un autre Allemand, qui habite depuis très longtemps à Taïwan et qui est maintenant le deuxième à bénéficier de cette mesure, en fait, il avait étudié la question et il avait signalé une faille au bureau allemand à Taipei. C'est-à-dire que quand on demande la naturalisation taïwanaise, si c'est accepté, donc on reçoit un papier, mais c'est seulement 1 an après la naturalisation que l'on peut demander à être enregistré auprès des autorités locales pour avoir un huji. Je ne sais pas trop comment traduire ça en français. Household registration en anglais, c'est-à-dire qu'on est un ménage enregistré auprès des autorités locales, qui donne aussi droit à la carte d'identité et au passeport. Et c'est seulement une fois qu'on a la carte d'identité, par exemple, que l'on peut voter. Et que l'on est donc un citoyen complet. La pleine citoyenneté. Voilà. Du coup, pendant la période de 1 an, la personne est en fait naturalisée, mais n'est pas encore un citoyen complet, enfin n'a pas encore la pleine nationalité taïwanaise. Mm-hmm. Or, selon une récente loi allemande, l'Allemagne interdit à ses ressortissants d'être apatrides. Et là, donc, si on abandonne la nationalité allemande alors qu'on n'est pas encore un citoyen complet, entre guillemets, à Taïwan, c'est considéré comme apatride. Donc cet Allemand a signalé ce point, enfin cette faille aux autorités allemandes, qui ont décidé de publier cette directive interdisant aux Allemands d'abandonner leur nationalité s'ils prennent la nationalité taïwanaise pour éviter cette situation où la personne serait considérée comme apatride pendant quelques mois. D'accord. Donc, dans les faits, ce qui se passe désormais c'est-à-dire il est impossible pour les ressortissants allemands nouvellement naturalisés à Taïwan de renoncer à leur nationalité allemande. Donc, la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, Michelle Cassel, elle s'est retrouvée un petit peu les fesses entre deux chaises, si l'on peut dire, parce qu'elle avait, elle avait fait sa demande de naturalisation qui avait été acceptée et elle pensait renoncer à sa nationalité allemande, mais elle a découvert qu'elle n'avait plus le droit de renoncer à sa nationalité allemande. Et du coup, Taïwan s'est adapté et... Alors, au départ, en fait, quand elle en a parlé aux autorités taïwanaises, et les autorités taïwanaises lui ont même dit que ça allait créer un problème, peut-être qu'elle allait même perdre sa naturalisation. Et heureusement, finalement, les autorités taïwanaises lui ont annoncé une bonne nouvelle en juillet dernier. Elles l'ont félicité d'avoir obtenu sa naturalisation conformément à la nouvelle directive. C'est-à-dire que grâce à la directive allemande, les autorités taïwanaises, en fait, ça a créé un précédent. Elles n'obligent plus les Allemands à renoncer à leur propre nationalité parce que, en fait, c'est impossible selon la loi allemande. Et cette directive, comme elle a été faite spécifiquement pour le cas de Taïwan, en fait, elle a été acceptée reconnue en fait par les autorités taïwanaises. Donc, selon l'association Crossroads, c'est une avancée majeure qui crée un précédent quant à la manière dont Taïwan peut accueillir la double nationalité à l'avenir. Donc bien sûr, il y a quand même certaines conditions à respecter, hein, bien sûr, le nombre d'années de travail, etc. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais selon l'association
Crossroads, ça pourrait peut-être ouvrir de nouvelles perspectives pour les ressortissants d'autres pays, si peut-être ils souhaiteraient suivre cette voie aussi. Voilà, je ne sais pas si Lisa ou des amis souhaiteraient peut-être aller voir les autorités françaises pour leur parler de ce cas ou d'autres la pays. solution ne serait pas obtenir pour vous une nationalité allemande en tant que Française. Oui, j'ai pensé. C'est pas si facile que ça. Il faudrait peut-être parler allemand d'abord. Ouais, déjà. Alors peut-être ça peut t'aider, mais non. Enfin, je suis loin du compte. C'était un petit peu difficile sur le plan juridique de vous expliquer tout ça. Mais c'était clair. Je pense que le courrier des auditeurs réalisé avec Florian ce week-end a montré que je ne pourrais pas adopter la nationalité allemande. Je me suis excusée 3 fois pour la prononciation des noms de famille. Je ne savais pas du tout comment prononcer. Mais je pense que beaucoup d'Allemands parlent français, du coup ils comprennent que tu parles, que tu parles d'eux en fait. Voilà, en tout cas c'était quand même quelque chose à signaler, je pense. Peut-être dans le futur, Taïwan va être davantage ouvert petit à petit, et puis peut-être que d'autres pays vont suivre l'exemple de l'Allemagne à suivre. Faut espérer. Voilà, et bien on finit en beauté avec la gastronomie taïwanaise, puisque le guide Michelin a annoncé cette semaine la liste des nouveaux bibs gourmands à Taïwan, avec 37 nouveaux établissements qui viennent s'ajouter à la liste qui existe déjà. Alors les bibs gourmands, c'est un label décerné par les inspecteurs du guide Michelin qui vise à récompenser les restaurants qui proposent une cuisine soignée à prix modéré, c'est-à-dire avec un bon rapport qualité-prix. Ah, pour une fois, parce que c'est vrai que d'habitude, on parle toujours des confitures étoiles. Et tout qui sont étoilées, mais on n'a jamais les moyens d'aller goûter. Et donc, le critère, c'est de pouvoir s'offrir 3 plats dans le même restaurant avec un prix final inférieur ou égal à 1 000 $ taïwanais, c'est-à-dire environ 28 €. Ça va encore, ouais. Ce qui est assez raisonnable. Et le guide Michelin comptait 144 adresses avec des bibs gourmands dans son édition de 2024. Et cette année, on a 37 adresses supplémentaires. Wow. Ce sont des restaurants et aussi des stands de nourriture de rue. Donc, il y a un petit peu de tout. Et alors, à Taipei, on a un restaurant végétarien. Waouh. Un restaurant qui s'appelle Clavius, avec un décor tellement épuré qu'on se croirait dans un musée d'art moderne. Ok, c'est-à-dire il n'y a rien, c'est ça, c'est vide. On a aussi des plats plus traditionnels avec des bawan et des gâteaux de taro, dans un restaurant qui a célébré en 2024 son 70e anniversaire. Il s'agit de Su Lai Chuan, qui est un restaurant familial qui en est déjà à la 3e génération de propriétaires, qui ont repris le restaurant fondé par les grands-parents qui étaient spécialisés dans les bawan. Et le bawan, c'est une nourriture de rue de Taïwan. C'est une pâte translucide en forme de disque avec de l'amidon, de patates douces remplie d'une farce salée et servie avec une sauce. Alors, il y a du porc, des champignons, des châtaignes, des pousses de bambou. Et le tout est ensuite cuit à la vapeur et ensuite trempé dans de l'huile chaude et arrosé d'une sauce avec une couleur un peu rose. Oui. Assez un peu sucré et pimenté, en fait. Voilà. Et tu peux en manger 10 sans dépasser les 1 000 $ taïwanais. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est certain. Et je crois que c'est une spécialité... Du centre-ouest. Du centre-ouest. Oui. Et dans un tout autre style, il y a le restaurant Tableau du chef Craig Yang, qui est issu d'une famille de restaurateurs spécialisés dans les traditionnels banquets de mariage taïwanais, et donc qui revisite les classiques que l'on trouve souvent sur ces tables, comme par exemple les côtes de porc avec la sauce au miel. Je vois la tête de Meg. En fait, j'ai l'impression, en parlant avec les Taïwanais, que souvent les Taïwanais se plaignent des menus des banquets de mariage. Personnellement, c'est parce que je suis végétarienne et qu'il n'y a quasiment pas de que de la viande et des fruits de mer. C'est pour ça, en fait. Mais mes amis taïwanais se plaignent souvent je sais pas. Des menus et ils disent, voilà, c'est toujours la même chose. Et puis, c'est souvent assez lourd, assez gras. Ouais. Et puis, il n'y a pas beaucoup de légumes. Voilà, c'est surtout ça pour moi. En fait. Disons qu'il ne faut pas manger, il ne faut pas avoir des mariages tous les week-ends. Disons qu'il faut avoir mangé pour aller à un banquet. Sinon, j'ai faim. Il y a aussi de plus en plus de banquets avec de la nourriture occidentale. Oui, ça aussi. Se fait avec, ou alors carrément avec des buffets, ce qui est assez nouveau. Donc voilà pour Taipei. On passe maintenant à Taichung avec un établissement de style rétro qui a été récompensé pour ses boulettes de poisson, ses hundun et ses sauces qui sont faites maison. Et à Tainan, on a aussi un restaurant fondé il y a plus de 70 ans
qui a été mis à l'honneur avec le restaurant de soupe d'agneau de Lien Wujiao. Alors cette soupe à l'agneau est mijotée pendant au moins 4 heures avec des racines d'angélique de Chine séchées, les dangui, qui est une plante beaucoup utilisée dans la pharmacopée chinoise pour ses propriétés analgésiques, anti-inflammatoires, antispasmodiques et sédatives. Rien que ça. Et un peu plus au sud, à Kaohsiung, on peut citer 2 nouveaux établissements de cuisine taïwanaise. Alors le premier, c'est Pale Jade Pavilion, qui est situé dans un centre commercial, mais qui existe depuis les années 60. Ah oui. Donc c'est quand même assez vieux. Il a peut-être déménagé. Et peut-être. Et on y sert des plats typiques des banquets taïwanais. Et on y sert aussi des alcools qui sont aussi traditionnellement servis dans ces banquets. Donc bien sûr le gaoliang, l'alcool de sorgho. Et ce restaurant est familial avec des propriétaires qui sont issus de la 4e génération. Wow. Donc le guide Michelin recommande en particulier le chou braisé qui est cuit à la vapeur pendant 3 heures avec des petites crevettes séchées, de la plie séchée, c'est une sorte de poisson plat, et des os de poulet. Donc tout ça, c'est cuit avec le chou. Et l'autre adresse, ça s'appelle Yunyan, et c'est connu pour ses œufs brouillés et ses crevettes. On y sert aussi du poulet kongbao, qui est un plat du Sichuan avec du poulet sauté avec des longs piments rouges et des cacahuètes. Et je vous disais tout à l'heure que pour la première fois cette année, on a des adresses situées dans le Nouveau Taipei, avec plus de 10 adresses qui font de la nourriture de rue. Donc il y a par exemple une adresse de petit déjeuner qui s'appelle Yonghe Jiaxiang Soy Milk. Et c'est pas un restaurant très ancien, il a un peu moins de 10 ans, mais il y a une clientèle très fidèle parce que voilà, le lait de soja est préparé sur place et les petits pains sont préparés sur place. Tout est fait maison. Et le choix le plus apprécié du menu, c'est le hu jiaobing, un petit pain cuit avec une farce de porc généreusement assaisonnée au poivre et des oignons verts. Ça aussi une grosse, vraiment une spécialité de Taïwan qu'on trouve pas mal aussi dans les marchés de nuit. Et on a également le restaurant de nouilles au bœuf Caijia ou encore Guangxing, un restaurant spécialisé dans les jarrets de porc qui existe depuis 1998 et qui fait, selon le guide, une sauce au piment et aux anchois faite maison à ne rater sous aucun prétexte. Même si on est végétarien. D'accord. Donc je peux passer à côté. Et au niveau des desserts, on a une adresse de soupe sucrée dans l'arrondissement de Yonghe qui est spécialisée dans les boulettes de taro, mais qui fait aussi des glaces pilées au taro, des mini-mochi, des garnitures au taro crémeux et sucré, et des glaces pilées au sucre de canne avec un petit goût fumé, ou encore les traditionnelles soupes de haricots rouges sucrés qui sont très appréciées lorsqu'elles sont mangées chaudes en hiver. Et alors bien sûr, je ne peux pas vous lister toutes les adresses qui sont listées cette année, mais si vous voulez découvrir de bonnes spécialités à Hsinchu, par exemple, on trouve des restaurants qui ont hérité des traditions culinaires Hakka. Et donc, vous pouvez aller sur le site du guide Michelin pour découvrir ces adresses-là. On va mettre le lien dans l'article de On en parle à Taïwan de cette semaine. Et on peut aussi préciser que la version complète sera publiée le 19 août sur le site officiel du guide Michelin et que pour l'instant, c'est une sélection qui est disponible sur leur site. Mais ça donne déjà envie, en fait. Ouais, oui. Merci pour cette avant-première. Voilà. Donc, on va aller manger et puis on vous dit à la semaine prochaine. On arrive déjà à la fin de cette émission de On en parle à Taïwan. Merci de votre écoute. C'était Megouin, Lisa et Sasa. À bientôt. À bientôt.